Lyon, deuxième plus grande ville de France, capitale de la gastronomie, de la soie et de la lumière. Dominée par deux collines entre lesquelles s'étend le Vieux Lyon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est également traversée par deux fleuves, au confluent desquels la ville développe un projet urbanistique sans égal. L'ancienne capitale de la Gaule est en pleine mutation. Je m'appelle Jacob Dunkel et je suis féru d'architecture. Selon moi, les villes sont le reflet de notre société et je suis curieux de découvrir ce que peut nous apprendre Lyon. Ancien pôle industriel d'envergure, Lyon a connu un déclin économique il y a une cinquantaine d'années. La ville a cependant misé sur le renouveau, tant économique qu'architectural. Et depuis plusieurs années, des architectes de renom métamorphosent sa physionomie. L'exemple le plus éclatant en est le Nouvel Opéra, emblème culturel de la ville. Jean Nouvel a couronné les arches de cet édifice, classé monument historique, d'un imposant dôme high-tech. Mais le plus impressionnant reste sans doute la salle de répétition du ballet qu'abrite cette imposante verrière. D'ici, la vue porte jusqu'au Vieux Lyon. Difficile aujourd'hui d'imaginer qu'il y a 40 ans, on a transformé les rues pour pouvoir accueillir les voitures. Car depuis 1989, Lyon mise sur le réaménagement des places publiques et la disparition des voitures. Du moins en surface. En plein cœur de la vieille ville se cache en effet un parking souterrain à la rampe hélicoïdale. Rien d'extraordinaire jusque-là, si ce n'est qu'au fond du puits central, fortement éclairé, un miroir circulaire incliné tourne sur lui-même. Juste au-dessus se dresse le théâtre des Célestins, riche en tradition. Et au milieu de la place qu'il domine, jaillit un périscope dans lequel le visiteur peut observer le reflet mouvant. Ce garage souterrain profane est digne d'une œuvre d'art. J'enfourche à présent un vélo, direction le Rhône. Là aussi, Lyon a réalisé des projets ambitieux. Auparavant, ces rives étaient réservées au commerce et à l'industrie et faisaient office de parking. Aujourd'hui, s'y étend un agréable espace de vie de 5 km de long, où se succèdent aménagements sportifs et lieux de rencontre pour les habitants et les touristes. Une zone très animée qui allie ville, fleuve et nature. En empruntant l'un des innombrables ponts qui traversent le Rhône, on rejoint l'un des édifices les plus controversés du pays. Lyon avait de grands projets pour la zone de confluence entre le Rhône et la Saône. Et le résultat est exceptionnel. Le musée des Confluences, un musée scientifique futuriste fait de béton, de verre et d'acier. Tout n'est que forme géométrique et fragmentaire. Un édifice déconcertant, entre vaisseau spatial et construction imaginaire. C'est mon collègue viennois, Wolf Prix, fondateur et cerveau créatif de l'agence Coop Immoelblau, qui a conçu ce nouveau fleuron de Lyon. De quelle manière ce lieu de confluence t'a-t-il inspiré? C'est l'un des plus beaux sites de construction sur lesquels il nous a été donné de travailler. Mais sa beauté est très singulière, car plusieurs éléments dynamiques viennent s'y rencontrer. On a d'un côté le trafic routier, rapide, et de l'autre, les lents cours d'eau qui, à l'extrémité de ce point de confluence, créent des remous. Ce tourbillon, cette dynamique, on les retrouve dans le pilier qui soutient le cristal en verre. Sa forme est à l'image de cette convergence des choses. On retrouve ce même principe ici. L'une des idées les plus originales est que le touriste peut se déplacer librement sous l'édifice. Oui, c'est sans doute la raison pour laquelle notre projet a été retenu. Nous souhaitions conserver l'accès au point de confluence et non pas l'interdire en édifiant le musée à même le sol. Nous voulions au contraire créer un espace accessible au public. Tu évoquais le tourbillon et le cristal. Mais j'ai aussi entendu parler d'un nuage. Peux-tu me montrer de quoi il s'agit? Dans ton précieux calepin,
Précieux, en effet. Je peux? Oui, je t'en prie. Voici le concept. Les salles du musée qui nous surplombent ici sont réparties comme ça, sur 2 niveaux. Cette partie flotte. On peut ainsi traverser le musée sans être obligé de visiter une exposition. Le cristal est également une zone publique. Lorsqu'on arrive de la ville, on entre par cet espace semi-ouvert, au centre duquel s'élève le tourbillon qui le soutient. Autour de ce tourbillon de verre et d'acier s'enroulent des rampes et des escaliers qui grimpent jusqu'au toit et à l'entrée du nuage, qui n'est autre que le musée lui-même. Presque dénuée de fenêtres, cette aile du bâtiment est recouverte de 17 000 écailles en acier inoxydable qui lui confèrent un aspect à la fois organique et technologique. La collection du musée rassemble près de 2 200 000 pièces. Nombre d'entre elles sont exposées dans les boîtes noires, des espaces réservés aux origines et au développement de l'homme, mais aussi à la minéralogie, la biologie ou la cosmologie. Dans les 9 salles d'exposition, l'architecture revient en force. Contrairement aux rues intérieures, des sols en verre et des puits de lumière déstabilisent et stimulent ici notre perception de l'espace. Autre particularité remarquable, seuls 14 piliers supportent ce bâtiment long de 190 mètres. Tu as toujours été attiré par les architectures aériennes. Ici, tu fais flotter 25 000 tonnes dans les airs. Aurais-tu enfin réalisé ton rêve ultime? Non, les piliers me contrarient encore. Les piliers te contrarient? Oui, ils me dérangent. Le langage architectural de Coop Himmelblau a toujours été radical. Dans les années 1980, leur credo était « l'architecture doit brûler ». Les édifices devaient refléter le chaos de la société et faire réagir les gens. Le bureau appartient au courant architectural du déconstructivisme, qui cherche à s'affranchir de toutes les règles. Les édifices sont décomposés avant d'être réassemblés. La dislocation est partout et se mêle aux traditions. Mais comment en arrive-t-on à de telles idées? Nous avons commencé par chercher d'autres méthodes pour concevoir les plans, en dessinant plutôt avec la main gauche qu'avec la main droite, afin de nous écarter de la musique et de nous rapprocher le plus possible de l'origine de l'idée. C'est-à-dire que la phase d'ébauche n'a pas pu suivre les contraintes matérielles normales de l'architecture, qui étaient trop restrictives. Mais une fois ces contraintes mises de côté, nous avons pu concevoir un espace en toute liberté. Et d'une certaine manière, on retrouve également ici des ressemblances avec le langage d'alors. Le projet a été lancé en 2001 et les coûts de construction qui s'élevaient à 300 millions d'euros ont fait couler beaucoup d'encre. Que réponds-tu à ceux qui trouvent cela trop onéreux? Qu'ils abordent les choses sous un mauvais angle. C'est toujours trop cher ou trop long. Mais ces arguments sont superficiels et politiciens. Ils ont pour seul objectif de nuire aux donneurs d'ordre politique ou de jeter le discrédit sur l'architecte. La réponse qui s'impose est que cet édifice est moins onéreux que 2 avions de combat français. Je suis convaincu que cette mise en perspective des choses est pertinente. C'est comme ça qu'il faut mesurer les choses. De quoi avons-nous véritablement besoin? De ces avions de combat qui ne servent qu'à tuer des gens? Ou d'un édifice culturel qui, en 2 mois, a accueilli 200 000 visiteurs payants? C'est ça la vraie question. Et non pas de savoir si c'est trop cher. Si on regarde de plus près, on voit bien que le reproche lié au coût ne fait pas le poids face au fait que ce bâtiment ne tue personne. Ce bâtiment est fascinant et il constitue déjà la nouvelle attraction touristique de Lyon.
Non loin de là, s'étend l'ancienne tache d'huile de Lyon, la Confluence. Si la croissance l'a longtemps déserté, ce quartier est aujourd'hui devenu l'un des chantiers les plus passionnants de France. Un vent nouveau souffle sur cette ancienne zone industrielle. Les friches ont laissé place à des parcs, les logements ouvriers à des appartements de luxe, les quais à des espaces piétonniers et les abattoirs à des bureaux. L'un des premiers bâtiments de la Confluence fut le siège d'une entreprise d'événementiel. L'édifice se caractérise par une charpente en acier et un toit en verre, offrant une atmosphère aérée. On le doit à l'architecte parisienne Odile Deck, qui depuis quelques années s'implique énormément dans cette zone située entre le Rhône et la Saône. Elle a largement influencé le concept de cet immeuble de bureau, sur les façades duquel ont été imprimées des images historiques de la Confluence. Mais au fait, pour quelle raison ? Dans le cadre du concours, je devais collaborer avec un artiste. J'ai donc demandé à Felice Varini de transformer ma façade. Il m'a lancé « L'architecture est arrogante. Elle efface le paysage qui l'a précédée. Alors moi, j'ai envie d'effacer l'architecture en y réintégrant cet environnement. Mais en noir et blanc. » D'où ce jeu entre le paysage et ce bâtiment que la nature réinvestit. Cette zone se situe à 2 pas de la vieille ville, dont elle n'est séparée que par une autoroute et une ligne de chemin de fer. Elle concentrait tout ce dont une ville ne veut pas. Nombre de ces reliques rappellent encore le passé tumultueux de la Confluence. Qu'y avait-il ici, il y a des années de cela ? Cette péninsule était l'ancien port industriel de Lyon. Elle accueillait l'industrie chimique et le marché-gare. Au tournant des années 2000, lorsque l'industrie chimique est partie, la ville a décidé d'y développer un nouveau quartier. Je crois que l'identité de la Confluence se façonne d'elle-même, au fur et à mesure que le quartier se construit. À terme, ce dernier s'étendra sur plus de 100 hectares, une surface immense. C'est également un lieu d'expérimentation, ce que Lyon a d'ailleurs toujours été. Voilà un véritable paradis pour architecte audacieux qui a sans doute motivé la création de l'Institut pour l'innovation et les stratégies créatives en architecture. J'ai lancé cette nouvelle école d'architecture après avoir quitté celle que je dirigeais, parce que j'étais frustrée de ne pouvoir mener à bien aucun de mes projets tels que je les imaginais. Je voulais transformer et bousculer l'enseignement de l'architecture, y injecter plus d'interdisciplinarité, l'insérer davantage dans le monde et l'ouvrir à l'international. Le tout en le rendant très précis. La formation en architecture doit être plus intellectuelle que professionnelle. C'est plus que du design. L'architecture va au-delà d'une simple profession où l'on conçoit des plans. Il nous faut repenser son enseignement. J'en ai discuté dans de nombreuses écoles. Un architecte doit se mettre au service de l'autre. Il ne conçoit pas pour lui-même, mais pour les autres. C'est pour la société et les clients. L'architecture est un manifeste social. Elle est destinée aux clients, aux gens qui y habitent ou qui y travaillent. C'est un manifeste social. Tu as un petit bureau, tu enseignes, tu donnes des conférences. T'arrive-t-il de dormir ou as-tu épousé l'architecture ? J'ai épousé l'architecture, en effet. L'architecture, c'est toute ma vie. J'aime à dire aux étudiants, vous devez vous laisser envahir par l'architecture. C'est le seul moyen de devenir architecte. Pour les autres, c'est bien sûr un cauchemar. Odile Deck vit pour l'architecture et cherche à transmettre cet état d'esprit aux prochaines générations, notamment à l'Institut Confluence. Elle a délibérément fondé l'école d'architecture à Lyon pour que la dynamique de la ville et du quartier imprègne les étudiants. Car ici, tout converge. Des étudiants venus des 4 coins du monde, des technologies nouvelles, des concepts expérimentaux, un enseignement international, des solutions innovantes. Et ce, dans un seul but. Former des pionniers visionnaires capables de trouver des réponses aux problématiques complexes de nos villes et de nos édifices.
Odile Deck se bat pour qu'émerge une nouvelle génération d'architectes, des personnalités fortes qui façonnent activement et avec audace leur environnement. Pour ma dernière étape, je me rends dans les environs de Lyon, à Évreux-sur-l'Arbrelle. C'est là que se trouve l'un des édifices les plus radicaux au monde. Le couvent Sainte-Marie de la Tourette fut édifié par Le Corbusier, connu pour son langage formel expressif. En 1952, un frère dominicain chargea l'architecte de concevoir une maison du silence pour leur ordre. Tel un rocher solitaire, le couvent se dresse aujourd'hui au cœur d'un paysage sauvage avec une vue sur la vallée. Mon guide est l'historien de l'art Marc Chauveau, l'un des 12 frères qui vivent encore ici aujourd'hui. Peu après l'inauguration, la crise de l'Église catholique ainsi que les révoltes étudiantes ébranlèrent l'ordre. Cependant, l'architecture et les objectifs spirituels de l'ordre n'ont cessé de se marier à merveille jusqu'à aujourd'hui, à commencer par l'entrée, tout en sobriété. Cette porte est très importante. Elle est la transition entre l'extérieur et l'intérieur, le public, le privé, le profane et le religieux. Et en plus, cette porte est à une proportion, c'est un carré de 2,26 m de haut. C'est la hauteur d'un homme d'1,83 m. Alors voilà, et quand vous levez le bras, c'est exactement 2,26 m. 2,26 m. Voyez. Et alors là, c'est un carré de 2,26 m. Okay. Hein. Voilà. Et cette proportion va se retrouver dans d'autres lieux du couvent aussi. Et c'est ça qui est très important parce que finalement, on a des jeux de proportion où l'homme est au centre de la proportion. Voyez. Et c'est ça qui est très important parce qu'on a effectivement, vous voyez, quelque chose qui est construit autour de l'homme. L'échelle de l'homme. Voilà. Et c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre de l'architecture. Le monastère se compose de 4 ailes. 3 hébergent le couvent en forme de C et la 4e l'église. Elles embrassent le cloître au centre, qui est traversé par des galeries en forme de croix désaxée qui constituent le chemin le plus court entre les ailes. Des maquettes, et puis la petite bibliothèque. Oui. Alors je voudrais qu'on aille voir l'oratoire. Je suis curieux. Et cette lumière qui descend le long du mur, comme ça, qui est une lumière qui va jouer sur les textures, qui est une lumière spirituelle. Tout ici est limité au strict nécessaire, comme l'exige la vie ascétique des moines. Jamais pourtant cela n'en devient monotone. Non seulement le langage formel conduit à la diversité, mais de petites irrégularités rendent également l'endroit vivant et humain. Ici, comme dans un organisme, tout est intimement lié. Et donc cette lumière est très importante parce que, tiens, voilà une autre imperfection. C'est un carré, normalement. Et c'est la planche de bois quand il fait le coffrage, avec le béton, et la planche fait ça. Vous êtes sûr? Sûr. Vous êtes sûr? Puisque Wozinski écrit à Le Corbusier en disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et Le Corbusier dit « Vous laissez. » C'est la trace de l'erreur d'un homme. Voilà. La façade principale a été conçue par l'architecte Yanis Xenakis, collaborateur du Corbusier. Les baies vitrées ont été composées selon des critères rythmiques. Il en résulte un éclairage insolite à l'intérieur et une façade irrégulière à l'extérieur. Alors, Le Corbusier était athée et il a fait ce édifice sacré. Et son collègue célèbre, Oscar Niemeyer, qui était aussi athée, a dit un jour c'est des architectes qui peuvent construire des édifices sacrés les plus merveilleux parce que leur propre religion est l'architecture. Vous pouvez comprendre ça? Je crois que Le Corbusier, dans l'architecture qu'il fait, qui est si rigoureuse, où il n'y a pas de, on le voit bien autour, il n'y a pas de décoration, finalement nous dépouille de tout ce et nous épargne tout ce qui est superflu pour nous concentrer uniquement sur l'essentiel, la ligne, la rigueur et la lumière. Je pense que
comme Le Corbusier n'était pas un architecte chrétien qui a fait beaucoup d'églises, il a donc passé beaucoup de temps avec les frères pour comprendre ce qu'ils vivaient, comprendre leur vie religieuse, comprendre ce qu'ils attendaient de l'architecture, qu'elle porte la prière, qu'elle élève l'âme et l'esprit. Et donc, lui, après, a créé à partir de ce qu'il avait entendu des besoins des frères. L'église est un simple cube de béton rectangulaire. On y accède en traversant la galerie du cloître. Lorsque sa porte en acier s'ouvre, elle se superpose perpendiculairement à la fente de lumière du mur opposé pour former une croix figurative, unique symbole religieux dans l'église. À l'intérieur, lumière et espace se mêlent en une admirable symbiose. L'espace est refermé sur lui-même, presque entièrement isolé de l'environnement extérieur. Seuls des reflets lumineux viennent se dessiner et jouer sur les murs dépouillés. Vous voyez, il y a une surprise qui est créée quand on arrive ici. C'est qu'on n'imagine pas du tout ce volume et surtout toute la lumière dans l'église, alors que de l'extérieur, on ne voit pas les ouvertures. Et on est surpris de voir autant de lumière qui arrive de façon parcimonieuse. Le Corbusier vraiment joue avec la lumière. Ce lieu paisible a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, le couvent est devenu un lieu de pèlerinage pour les passionnés d'architecture. Mais est-ce compatible avec la vie monacale? Le couvent était conçu pour un nombre d'environ 80 frères. Maintenant, il ne reste que 12. Pourquoi est-ce que les dominicains n'aiment plus l'architecture de Le Corbusier? L'histoire du couvent a changé, en fait. Oui. Et maintenant, ce n'est plus un lieu fermé sur lui-même, avec une vie spécifique. Aujourd'hui, c'est une architecture, un bâtiment, un couvent, où nous accueillons beaucoup de monde. Et la vocation de ce couvent aujourd'hui, c'est d'être ouvert au monde, ouvert aux étudiants, et faire en sorte que ça soit un lieu de contact avec le monde d'aujourd'hui, et notamment le monde de l'art contemporain, où nous organisons au couvent des expositions d'artistes contemporains pour être toujours en dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'un tel édifice peut influencer les gens? Beaucoup arrivent à la Tourette avec des préjugés sur le béton, sur l'architecture moderne. Et puis, au cours de la visite, ou quand ils habitent ici quelques heures, ils découvrent la poésie de la lumière dans l'architecture. Et à se dire, mais ce petit détail, cette lumière, tout d'un coup, mais que c'est beau. Et alors, ils apprennent à regarder. Et je crois que c'est cette architecture, dans sa rigueur, elle est très formatrice du regard. Et moi, je pense que si elle nous fait abandonner des préjugés, parce qu'elle nous déplace, à ce moment-là, elle devient aussi très bonne pour le cœur et l'esprit, et pas simplement pour le regard. Est-ce qu'il y a un détail dans cette œuvre magnifique que vous voudriez changer? Je ne vois pas. Lyon impressionne, car c'est une ville qui ne se repose pas uniquement sur son héritage architectural. Elle fait preuve d'audace et prend son avenir urbanistique en main pour lui donner une impulsion moderne. Résultat, Lyon déborde de cette vitalité qui anime ses espaces publics. Et des monuments architecturaux emblématiques l'ont rendu célèbre bien au-delà des frontières de la France.
Lorsque sa porte en acier s'ouvre, elle se superpose perpendiculairement à la fente de lumière du mur opposé pour former une croix figurative, unique symbole religieux dans l'église. À l'intérieur, lumière et espace se mêlent en une admirable symbiose. L'espace est refermé sur lui-même, presque entièrement isolé de l'environnement extérieur. Seuls des reflets lumineux viennent se dessiner et jouer sur les murs dépouillés. Vous voyez, il y a une surprise qui est créée quand on arrive ici. C'est qu'on n'imagine pas du tout ce volume et surtout toute la lumière dans l'église, alors que de l'extérieur, on ne voit pas les ouvertures. Et on est surpris de voir autant de lumière qui arrive de façon parcimonieuse. Le Corbusier vraiment joue avec la lumière. Ce lieu paisible a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, le couvent est devenu un lieu de pèlerinage pour les passionnés d'architecture. Mais est-ce compatible avec la vie monacale? Le couvent était conçu pour un nombre d'environ 80 frères. Maintenant, il ne reste que 12. Pourquoi est-ce que les dominicains n'aiment plus l'architecture de Le Corbusier? L'histoire du couvent a changé, en fait. Oui. Et maintenant, ce n'est plus un lieu fermé sur lui-même, avec une vie spécifique. Aujourd'hui, c'est une architecture, un bâtiment, un couvent, où nous accueillons beaucoup de monde. Et la vocation de ce couvent aujourd'hui, c'est d'être ouvert au monde, ouvert aux étudiants, et faire en sorte que ça soit un lieu de contact avec le monde d'aujourd'hui. Et notamment le monde de l'art contemporain, où nous organisons au couvent des expositions d'artistes contemporains pour être toujours en dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'un tel édifice peut influencer les gens? Beaucoup arrivent à la Tourette avec des préjugés sur le béton, sur l'architecture moderne. Et puis, au cours de la visite, ou quand ils habitent ici quelques heures, ils découvrent la poésie de la lumière dans l'architecture. Et à se dire, mais ce petit détail, cette lumière, tout d'un coup, mais que c'est beau. Et alors, ils apprennent à regarder. Et je crois que c'est cette architecture, dans sa rigueur, elle est très formatrice du regard. Et moi, je pense que si elle nous fait abandonner des préjugés, parce qu'elle nous déplace, à ce moment-là, elle devient aussi très bonne pour le cœur et l'esprit, et pas simplement pour le regard. L'acier s'ouvre, elle se superpose perpendiculairement à la fente de lumière du mur opposé pour former une croix figurative, unique symbole religieux dans l'église. À l'intérieur, lumière et espace se mêlent en une admirable symbiose. L'espace est refermé sur lui-même, presque entièrement isolé de l'environnement extérieur. Seuls des reflets lumineux viennent se dessiner et jouer sur les murs dépouillés. Vous voyez, il y a une surprise qui est créée quand on arrive ici. C'est qu'on n'imagine pas du tout ce volume et surtout toute la lumière dans l'église, alors que de l'extérieur, on ne voit pas les ouvertures. Et on est surpris de voir autant de lumière qui arrive de façon parcimonieuse. Le Corbusier vraiment joue avec la lumière. Ce lieu paisible a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, le couvent est devenu un lieu de pèlerinage pour les passionnés d'architecture. Mais est-ce compatible avec la vie monacale? Le couvent était conçu pour un nombre d'environ 80 frères. Maintenant, il ne reste que 12. Pourquoi est-ce que les dominicains n'aiment plus l'architecture de Le Corbusier? L'histoire du couvent a changé, en fait. Oui. Et maintenant, ce n'est plus un lieu fermé sur lui-même, avec une vie spécifique. Aujourd'hui, c'est une architecture, un bâtiment, un couvent, où nous accueillons beaucoup de monde. Et la vocation de ce couvent aujourd'hui, c'est d'être ouvert au monde, ouvert aux étudiants, et faire en sorte que ça soit un lieu de contact avec le monde d'aujourd'hui. Et notamment le monde de l'art contemporain,
où nous organisons au couvent des expositions d'artistes contemporains pour être toujours en dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'un tel édifice peut influencer les gens? Beaucoup arrivent à la Tourette avec des préjugés sur le béton, sur l'architecture moderne. Et puis, au cours de la visite, ou quand ils habitent ici quelques heures, ils découvrent la poésie de la lumière dans l'architecture. Et à se dire, mais ce petit détail, cette lumière, tout d'un coup, mais que c'est beau. Et alors, ils apprennent à regarder. Et je crois que c'est cette architecture, dans sa rigueur, elle est très formatrice du regard. Et moi, je pense que si elle nous fait abandonner des préjugés, parce qu'elle nous déplace, à ce moment-là, elle devient aussi très bonne pour le cœur et l'esprit, et pas simplement pour le regard. Est-ce qu'il y a un détail? L'un des premiers bâtiments de la Confluence fut le siège d'une entreprise d'événementiel. L'édifice se caractérise par une charpente en acier et un toit en verre, offrant une atmosphère aérée. On le doit à l'architecte parisienne Odile Deck, qui depuis quelques années s'implique énormément dans cette zone située entre le Rhône et la Saône. Elle a largement influencé le concept de cet immeuble de bureau, sur les façades duquel ont été imprimées des images historiques de la Confluence. Mais au fait, pour quelle raison? Dans le cadre du concours, je devais collaborer avec un artiste. J'ai donc demandé à Felice Varini de transformer ma façade. Il m'a lancé « L'architecture est arrogante. Elle efface le paysage qui l'a précédée. Alors moi, j'ai envie d'effacer l'architecture en y réintégrant cet environnement. Mais en noir et blanc. » D'où ce jeu entre le paysage et ce bâtiment que la nature réinvestit. Cette zone se situe à 2 pas de la vieille ville, dont elle n'est séparée que par une autoroute et une ligne de chemin de fer. Elle concentrait tout ce dont une ville ne veut pas. Nombre de ces reliques rappellent encore le passé tumultueux de la Confluence. Qu'y avait-il ici, il y a des années de cela? Cette péninsule était l'ancien port industriel de Lyon. Elle accueillait l'industrie chimique et le marché-gare. Au tournant des années 2000, lorsque l'industrie chimique est partie, la ville a décidé d'y développer un nouveau quartier. Je crois que l'identité de la Confluence se façonne d'elle-même, au fur et à mesure que le quartier se construit. À terme, ce dernier s'étendra sur plus de 100 hectares, une surface immense. C'est également un lieu d'expérimentation, ce que Lyon a d'ailleurs toujours été. Voilà un véritable paradis pour architecte audacieux qui a sans doute motivé la création de l'Institut pour l'innovation et les stratégies créatives en architecture. J'ai lancé cette nouvelle école d'architecture après avoir quitté celle que je dirigeais, parce que j'étais frustrée de ne pouvoir mener à bien aucun de mes projets tels que je les imaginais. Je voulais transformer et bousculer l'enseignement de l'architecture, y injecter plus d'interdisciplinarité, l'insérer davantage dans le monde et l'ouvrir à l'international. Le tout en le rendant très précis. La formation en architecture doit être plus intellectuelle que professionnelle. C'est plus que du design. L'architecture va au-delà d'une simple profession. Fourche à présent un vélo, direction le Rhône. Là aussi, Lyon a réalisé des projets ambitieux. Auparavant, ces rives étaient réservées au commerce et à l'industrie et faisaient office de parking. Aujourd'hui, s'y étend un agréable espace de vie de 5 km de long où se succèdent aménagements sportifs et lieux de rencontre pour les habitants et les touristes. Une zone très animée qui allie ville, fleuve et nature. En empruntant l'un des innombrables ponts qui traversent le Rhône, on rejoint l'un des édifices les plus controversés du pays. Lyon avait de grands projets pour la zone de confluence entre le Rhône et la Saône. Et le résultat est exceptionnel. Le musée des Confluences, un musée scientifique futuriste fait de béton, de verre et d'acier. Tout n'est que forme géométrique et fragmentaire.
Un édifice déconcertant, entre vaisseau spatial et construction imaginaire. C'est mon collègue viennois, Wolf Prix, fondateur et cerveau créatif de l'agence Coop Himmelblau, qui a conçu ce nouveau fleuron de Lyon. La confluence, der Zusammenfluss. De quelle manière ce lieu de confluence t'a-t-il inspiré? Grundstück für dich bedeutet hier? C'est l'un des plus beaux sites de construction sur lesquels il nous a été donné de travailler. Mais sa beauté est très singulière, car plusieurs éléments dynamiques viennent s'y rencontrer. On a d'un côté le trafic routier, rapide, et de l'autre, les lents cours d'eau qui, à l'extrémité de ce point de confluence, créent des remous. Ce tourbillon, cette dynamique, on les retrouve dans le pilier qui soutient le cristal en verre. Sa forme est à l'image de cette convergence des choses. On retrouve ce même principe ici. L'une des idées les plus originales est que le touriste peut se déplacer librement sous l'édifice. Oui, c'est sans doute la raison pour laquelle notre projet a été retenu. Nous souhaitions conserver l'accès au point de confluence et non pas l'interdire en édifiant le musée à même le sol. Nous voulions au contraire créer un espace accessible au public. Tu évoquais le tourbillon et le cristal. Mais j'ai aussi entendu parler d'un nuage. Peux-tu me montrer de quoi il s'agit? Dans ton précieux calepin? Précieux, en effet. Je peux? Oui, je t'en prie. Voici le concept. Les salles du musée qui nous surplombent ici sont réparties comme ça, sur 2 niveaux. Cette partie flotte. Toute la lumière dans l'église, alors que de l'extérieur, on ne voit pas les ouvertures. Et on est surpris de voir autant de lumière qui arrive de façon parcimonieuse. Le Corbusier vraiment joue avec la lumière. Ce lieu paisible a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, le couvent est devenu un lieu de pèlerinage pour les passionnés d'architecture. Mais est-ce compatible avec la vie monacale? Le couvent était conçu pour un nombre d'environ 80 frères. Maintenant, il ne reste que 12. Pourquoi est-ce que les dominicains n'aiment plus l'architecture de Le Corbusier? L'histoire du couvent a changé, en fait. Oui. Et maintenant, ce n'est plus un lieu fermé sur lui-même, avec une vie spécifique. Aujourd'hui, c'est une architecture, un bâtiment, un couvent, où nous accueillons beaucoup de monde. Et la vocation de ce couvent aujourd'hui, c'est d'être ouvert au monde, ouvert aux étudiants, et faire en sorte que ça soit un lieu de contact avec le monde d'aujourd'hui. Et notamment le monde de l'art contemporain, où nous organisons au couvent des expositions d'artistes contemporains pour être toujours en dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'un tel édifice peut influencer les gens? Beaucoup arrivent à la Tourette avec des préjugés sur le béton, sur l'architecture moderne. Et puis, au cours de la visite, ou quand ils habitent ici quelques heures, ils découvrent la poésie de la lumière dans l'architecture. Et à se dire, mais ce petit détail, cette lumière, tout d'un coup, mais que c'est beau. Et alors, ils apprennent à regarder. Et je crois que c'est cette architecture, dans sa rigueur, elle est très formatrice du regard. Et moi, je pense que si elle nous fait abandonner des préjugés, parce qu'elle nous déplace, à ce moment-là, elle devient aussi très bonne pour le cœur et l'esprit, et pas simplement pour le regard. Est-ce qu'il y a un détail dans cette œuvre magnifique que vous voudriez changer? Je ne vois pas. Lyon impressionne, car c'est une ville qui ne se repose pas uniquement sur son héritage architectural. Elle fait preuve d'audace et prend son avenir urbanistique en main pour lui donner une impulsion moderne. Résultat, Lyon déborde de cette vitalité qui anime ses espaces publics.
et des monuments architecturaux emblématiques l'ont rendu célèbre bien au-delà des frontières de la France. Et d'une certaine manière, on retrouve également ici des ressemblances avec le langage d'alors. Le projet a été lancé en 2001 et les coûts de construction qui s'élevaient à 300 millions d'euros ont fait couler beaucoup d'encre. Que réponds-tu à ceux qui trouvent cela trop onéreux? Qu'ils abordent les choses sous un mauvais angle. C'est toujours trop cher ou trop long. Mais ces arguments sont superficiels et politiciens. Ils ont pour seul objectif de nuire aux donneurs d'ordre politique ou de jeter le discrédit sur l'architecte. La réponse qui s'impose est que cet édifice est moins onéreux que 2 avions de combat français. Je suis convaincu que cette mise en perspective des choses est pertinente. C'est comme ça qu'il faut mesurer les choses. De quoi avons-nous véritablement besoin? De ces avions de combat qui ne servent qu'à tuer des gens? Ou d'un édifice culturel qui, en 2 mois, a accueilli 200 000 visiteurs payants? C'est ça la vraie question. Et non pas de savoir si c'est trop cher. Si on regarde de plus près, on voit bien que le reproche lié au coût ne fait pas le poids face au fait que ce bâtiment ne tue personne. Ce bâtiment est fascinant et il constitue déjà la nouvelle attraction touristique de Lyon. Non loin de là, s'étend l'ancienne tache d'huile de Lyon, la Confluence. Si la croissance l'a longtemps déserté, ce quartier est aujourd'hui devenu l'un des chantiers les plus passionnants de France. Un vent nouveau souffle sur cette ancienne zone industrielle. Les friches ont laissé place à des parcs, les logements ouvriers à des appartements de luxe, les quais à des espaces piétonniers et les abattoirs à des bureaux. L'un des premiers bâtiments de la Confluence fut le siège d'une entreprise d'événementiel. L'édifice se caractérise par une charpente en acier et un toit en verre, offrant une atmosphère aérée. On le doit à l'architecte parisienne Odile Deck, qui depuis quelques années s'implique énormément dans cette zone située entre le Rhône et la Saône. Elle a largement influencé le concept de cet immeuble de bureau, sur les façades duquel ont été imprimées des images historiques de la Confluence. Mais au fait, pour quelle raison? Dans le cadre du concours, je devais collaborer avec un artiste. J'ai donc demandé à Felice Varini de transformer ma façade. Il m'a